Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. Au Palais Royal de Tétouan, Sa Majesté le Roi Amir al-Mu'minin reçoit la délégation officielle devant se rendre au lieu saint de l'islam pour le pèlerinage. 20 août, commémoration d'une glorieuse épopée, le 64e anniversaire de la révolution du roi et du peuple, une illustration éclatante de la parfaite symbiose entre le peuple et le trône alawite. Marhaba 2017, c'est déjà la phase retour pour beaucoup de nos compatriotes résidents à l'étranger. Au port d'El Hoceima, l'affluence est palpable. Le Palais Royal de Tétouan, d'abord où Sa Majesté le Roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a reçu les membres de la délégation officielle devant se rendre au lieu saint de l'islam pour accomplir le rite du pèlerinage. La délégation conduite par le ministre de la Culture et de la Communication Mohamed Laraj est composée de Karim Qassilhlo, gouverneur directeur des Affaires générales à l'administration centrale du ministère de l'Intérieur, et Ben Salem Oudija, juge directeur de la législation au ministère de la Justice. Cette délégation comprend également Sidi Nourdine Alaoui, directeur des affaires financières, des systèmes informatiques et de la logistique au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, et le colonel Lahmar Badi, officier des forces royales air. Cette audience s'est déroulée en présence de Ahmed Tawfiq, ministre des Habous et des Affaires islamiques. Le peuple marocain célèbre ce dimanche le 64e anniversaire de la révolution du roi et du peuple du 20 août 1953, un tournant décisif dans la marche du royaume vers l'indépendance. En ce glorieux anniversaire, Sa Majesté le roi Mohammed VI adresse ce soir un discours à la nation. Le discours royal sera diffusé sur les ondes de la radio et à la télévision. À 21h, nous annonce un communiqué du ministère de la Maison royale, du protocole et de la chancellerie. Et demain à midi, le souverain présidera une réception à la place de la préfecture Madiq Fnedq à la ville de Madiq à l'occasion du 54e anniversaire du souverain. À l'occasion de la commémoration de la révolution du roi et du peuple, Sa Majesté le roi a bien voulu accorder sa grâce à 415 personnes condamnées par différents tribunaux du royaume, dont certaines sont en détention et d'autres en liberté. Selon le ministère de la Justice, les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 343 et se répartissent comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 337 détenus. Commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 6 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté se chiffrent à 72 personnes, avec grâce sur la peine d'emprisonnement au profit de 14 personnes, grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit d'une personne, grâce sur les peines d'emprisonnement et d'amende également au profit d'une personne, et grâce sur la peine d'amende au profit de 56 personnes. En cette glorieuse occasion et en concrétisation de la haute sollicitude royale à l'égard des pensionnaires des établissements pénitentiaires, sans exception aux discriminations aucune, Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin a bien voulu, dans une initiative royale noble, accorder aussi sa grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 13 détenus condamnés dans des affaires de terrorisme et ayant participé au programme Moussalaha, réconciliation et la commutation de la peine de mort en peine limitée à 30 ans au profit d'un détenu, en réponse du souverain aux requêtes de grâce que les intéressés ont toujours portées à l'auguste personne de Sa Majesté le roi, après avoir fait part officiellement de leur attachement aux constantes de la nation, ses valeurs sacrées et ses institutions nationales, revu leur position et leur pensée, exprimé leur rejet d'extrémisme et de terrorisme et affirmé qu'ils se sont remis sur le droit chemin tout en faisant preuve de bonne conduite durant la période de leur incarcération. 64 ans, jour pour jour, se sont écoulés depuis la révolution du roi et du peuple. Une épopée historique. Le 20 août 1953 est en effet une page lumineuse du Maroc contemporain, une illustration éclatante de l'harmonie parfaite entre un grand roi, feu Sa Majesté Mohammed V, et tout un peuple. Souad Anachad évoque pour nous cette date phare de notre histoire. Date majeure de l'histoire du Maroc et tournant décisif d'une épopée écrite en lettres d'or par un grand roi,
Feu Sa Majesté Mohammed V est tout un peuple. C'est la révolution du roi et du peuple. Elle a scellé l'union sacrée entre tous les Marocains et le trône alaouite pour chasser le colonisateur et recouvrer l'indépendance et la dignité. Le peuple se soulève, résiste. La lutte s'étend à toutes les régions du pays. Désemparées, les autorités coloniales forcent le père de la nation et la famille royale à l'exil. C'est l'étincelle, la flamme qui allait galvaniser l'ardeur patriotique d'un peuple uni autour de son roi pour réclamer avec force l'indépendance et le retour de son souverain. Roi et peuple s'engagèrent dans une résistance héroïque commune que nul ne pouvait vaincre. Les autorités coloniales se résolvent à leur corps défendant au retour de Feu Sa Majesté Mohammed V dans son pays le 16 novembre 1955. Un retour triomphal dans la liesse et la joie d'une aube nouvelle. Le grand djihad peut commencer, celui de l'édification d'un Maroc moderne et prospère. L'épopée se poursuit sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohammed VI afin de projeter le pays dans la modernité et le progrès, consolider les piliers de la démocratie et soutenir le rayonnement civilisationnel du royaume. Et demain, c'est un autre glorieux anniversaire que nous célébrons, la fête de la jeunesse. En cette occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI a bien voulu accorder sa grâce à 477 personnes, dont certaines sont en détention et d'autres en liberté, condamnées par les différents tribunaux du royaume. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 312 et se répartissent comme suit. Remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 298 détenus. Commutation de la peine de mort en peine perpétuelle au profit de 3 détenus. Commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 11 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté se chiffrent à 165 personnes avec grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 66 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 4 personnes. Grâce sur les peines d'emprisonnement et d'amende également au profit de 4 personnes. Enfin, grâce sur la peine d'amende au profit de 91 personnes. Et à l'occasion du 54e anniversaire de Sa Majesté le Roi, le souverain a reçu un message de félicitations du roi de Suède, Carl Gustaf, du président français Emmanuel Macron et du président de la République des Maldives, Abdullah Yamin Abdul Qayoum. Les forces royales air s'associent à ces célébrations. La fête de la jeunesse coïncide cette année avec le 54e anniversaire de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, en organisant demain à Madi Kemartil des shows aériens à partir de 17h. Ces shows seront animés par les prestigieuses équipes de voltige aérienne Marche Verte et de parachutisme sportif Atlas. Sa Majesté le Roi a adressé un message de félicitations au président de la République de Hongrie, János Áder, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Message royal de condoléances à la famille du journaliste Khalid Mchbel, décédé dans la nuit de vendredi à samedi à Tanger. Dans ce message, le souverain exprime ses sincères sentiments de compassion suite à la perte, je cite, de l'un des doyens distingués des médias radiophoniques nationaux, reconnu pour son professionnalisme et sa compétence, ainsi que son audace et son abnégation au travail. Fin de citation. Le président de la Chambre des représentants a représenté Sa Majesté le Roi à la cérémonie d'investiture du président rwandais Paul Kagame, réélu le 4 août pour un 3e mandat. Cette cérémonie a eu lieu vendredi à Kigali en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement et des personnalités civiles et militaires. Au cours de ce déplacement, El Habib El Malki s'est entretenu avec son homologue rwandaise, notamment de la formation d'un groupe d'amitié parlementaire maroco-rwandais.
Et nous enchaînons avec ce communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, selon lequel une aide humanitaire d'urgence a été acheminée aux populations victimes des inondations en Sierra Leone sur très hautes instructions royales. Près de 500 personnes ont péri dans ces inondations. On dénombre presque autant de disparus. Boubkar Ben Rabrit. Base aérienne de Kénitra. Sur haute instruction royale, une aide humanitaire d'urgence est acheminée aux populations victimes des inondations en Sierra Leone. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Une aide humanitaire de 66 tonnes, composée de tentes, de couvertures, ainsi que des kits anti-choléra. Une aide assurée par les forces armées royales, précise le communiqué. Une action humanitaire qui s'inscrit dans le cadre des relations d'amitié fortes et de solidarité sincère et constante entre le Royaume du Maroc et la République sœur de Sierra Leone, précise le communiqué. Les inondations et glissements de terrain à Freetown, la capitale sierra-léonaise, ont fait plus de 400 morts. 600 personnes sont toujours portées disparues. Ce sont les pires inondations dans l'histoire du pays. Les corps de 441 victimes des inondations ont été enterrés aujourd'hui. Triste bilan également en République démocratique du Congo. Plus de 200 personnes ont été tuées dans le glissement de terrain survenu jeudi dans 3 villages de la province de l'Ituri au nord-est du pays. L'accès difficile à la zone suite à l'environnement montagneux des villages touchés et le manque d'équipements appropriés n'ont pas facilité la tâche des secouristes. Pour les autorités, il n'y a plus de possibilité de retrouver des survivants bloqués sous les décombres. L'offensive de l'armée libanaise face aux terroristes de Daesh se poursuit pour la 2e journée consécutive. Les militaires annoncent avoir repris un tiers du territoire contrôlé par les djihadistes. Baptisée l'aube des Jouroud, cette opération est lancée dans la région de Jouroud, Ras Baalbek et Jouroud al-Kahar. 20 djihadistes ont été tués et 3 militaires libanais ont péri dans l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule près de la frontière syrienne. Autre combat, cette fois-ci en Irak, à Tal Afar, à 70 km à l'ouest de Mossoul. Cette ville est l'un des derniers bastions des terroristes de l'État islamique. Le Premier ministre irakien Haïdar al-Abadi a annoncé le début de la bataille dans la province septentrionale de Ninive. C'est en 2014 que cette localité a été conquise par Daesh. Elle est déchirée par les violences depuis 6 ans maintenant. Outre-Atlantique, environ 40 000 manifestants antiracisme ont défilé hier à Boston à l'appel de nombreuses associations pour dénoncer un rassemblement de l'extrême droite qu'ils qualifient de tribune de la propagande raciste. Près de 500 policiers ont été déployés. Le président américain Donald Trump, fortement critiqué, y compris dans son camp pour n'avoir pas dénoncé clairement l'extrême droite après les événements de Charlottesville, a adopté un ton conciliant en appelant au calme et au rassemblement contre l'intolérance et la haine. Retour aux faits marquants de l'actualité du pays avec d'abord les obsèques de feu Abdelkbir Alaoui Mdghri, directeur général de l'agence Beit Mal al-Quds al-Sharif et ancien ministre des Habous et des Affaires islamiques décédé hier. Après les prières d'Ad-Dohr et du mort à la mosquée Ash-Shuhada, le cortège funèbre s'est dirigé vers le cimetière Ash-Shuhada où le défunt a été inhumé dans un climat de recueillement et de piété. La cérémonie funéraire s'est déroulée en présence notamment du chef du gouvernement Saadil Esmani, de personnalités du monde politique et diplomatique ainsi que des membres de la famille et proches du défunt. هو كله وليا ونصيرا اللهم تول امره ومن الذي قلت فيهم وقولك الحق ان الذين قالوا ربنا Une première à Al-Husseima, un salon régional de l'économie sociale et solidaire sous le signe du développement durable. L'événement ambitionne de braquer les projecteurs sur ce secteur considéré comme l'un des piliers de l'économie nationale, eu égard à sa contribution significative au PIB et sa capacité à créer de l'emploi. Monia Marouche, Boubkar Marbrit. L'ambiance est festive, place Sabadia Al-Husseima.
Le Salon régional de l'économie sociale et solidaire souffle sa première bougie. À travers ses différents stands, le salon propose toute une série de produits du terroir dont les couleurs et les saveurs invitent les visiteurs à apprécier la qualité et l'authenticité des produits exposés. Je suis venu de l'Araïch pour exposer mes produits dans ce salon afin de mieux les commercialiser. Nous aspirons à faire connaître notre coopérative spécialisée dans la couture traditionnelle, un travail minutieux effectué par des artisans qualifiés. Notre stand a pour but d'informer le public sur la qualité de notre produit. Il s'agit des champignons bio qui sont très bénéfiques pour la santé. Le salon permet de renforcer le dynamisme que connaît l'économie sociale et solidaire dans la région et d'établir des partenariats entre les différents acteurs. Ce salon s'inscrit dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Il est considéré comme l'un des piliers les plus importants de l'économie de la région. Il contribue à créer de l'emploi et générer de la richesse, notamment dans la région de Tanger-Tétouan-Al-Hoceima. Étalée sur une superficie de 1600 mètres carrés et composée de 76 stands, cette première édition du Salon régional de l'économie sociale et solidaire de la région Tanger-Tétouan-Al-Hoceima est initiée sous le thème « L'économie sociale et solidaire, pilier du développement ». Le salon se poursuivra jusqu'au 25 de ce mois. Et nous restons à Al-Hoceima pour parler cette fois-ci de l'opération Marhaba. C'est déjà la phase retour pour beaucoup de nos compatriotes résidant à l'étranger. Au port de la ville, l'affluence est au rendez-vous. Sur place, le reportage est de Saïd Rennem et Yassir Dormi avec un récit de Bob Kremnabrit. Fini les vacances. Pour des milliers de Marocains du monde, c'est l'heure du retour au pays d'accueil. À la gare maritime du port d'Al-Hoceima, après les formalités d'usage, les véhicules montent à bord. C'est avec tristesse que les Marocains résidant à l'étranger quittent le pays. Certains ont fait le choix de rentrer plus tôt pour éviter le pic habituel du dernier week-end du mois d'août. On a passé de bonnes vacances à Al-Hoceima avec la famille. On a bien profité de la plage. Maintenant, je rentre aux Pays-Bas. Je reviendrai l'année prochaine, Inch'Allah. Les vacances se sont bien passées. J'ai rendu visite à la famille à Temsamen, dans la région de Tétouan. Avec les fortes chaleurs d'été, la Fondation Mohamed V pour la solidarité est en action. Au point de transit du port d'Al-Hoceima, le staff médical intervient pour apporter assistance aux voyageurs. Nous sommes mobilisés pour apporter les premiers soins. Nous sommes aidés par les infirmiers dans notre mission. Jusqu'à la mi-août, plus de 2 millions de Marocains résidant à l'étranger avaient regagné le pays pour les vacances d'été. C'est une hausse de 5% par rapport à la même période de l'année dernière. La Fondation Mohamed V pour la solidarité a mis en place cette année plus de 20 centres d'accueil et le déploiement d'environ 1000 éléments pour garantir le bon déroulement de l'opération. C'est un pan du patrimoine Arbati qui retrouve toute sa splendeur grâce à des travaux de réhabilitation. Les Zoulaya, monuments historiques de la capitale, jardins, musées et murailles. Le site offre un dépaysement garanti et subjugue des visiteurs sous le charme. Dominique Orlando. Bâtie au XIIe siècle sous la dynastie des Almoravides, la Casbah des Zoudaya est depuis l'année 2012 inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. En y accédant aujourd'hui par son esplanade ou par l'une de ses très nombreuses petites ruelles, on est d'abord frappé par la quiétude du lieu qui s'explique aussi par l'envergure délicate de son architecture qui fleure bon une certaine idée de l'Andalousie. C'est paisible, on n'a pas l'impression d'être en ville. Dans la ville de Rabat qui est quand même un peu bruyante, ici il n'y a pas de bruit. Les fleurs sont toutes en harmonie, dans les mauves, il y a de très belles couleurs et il y a beaucoup d'ombre. Ouais,
La place ici, ce qu'on a bien apprécié, c'est passer à travers toutes les petites ruelles, le paysage avec la peinture blanche et bleue, voir les chats traverser les petites ruelles, les belles portes, les endroits qui sont, où il y a des belles plantes, des belles fleurs. C'est vraiment un décor particulier. L'architecture est inédite pour moi et quelle élégance! Le mélange entre la mer, l'architecture des bâtiments, c'est très joli. Ouais. Hier, nous étions à Tanger entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Aujourd'hui, à Rabat, c'est l'Atlantique qui s'offre à nous. Mediterranean and Atlantic. And today in Rabat, Atlantic Ocean. That is quite. Un vrai dépaysement pour cette jeune chinoise qui n'a connu de l'Atlantique qu'une vague émanation lointaine. Face à l'océan, elle peut aujourd'hui en mesurer et la force et l'étendue, ce qui semble faire directement écho avec la Casbah des Oudaya elle-même, imperturbable depuis tant de siècles face aux éléments naturels. La toute récente restauration qu'elle a subie confère à sa splendeur originelle une dimension tout à fait nouvelle. Et toujours cette même vocation qui consiste à illuminer le chemin de tous ces voyageurs qui ont fait le choix de la visiter. Et c'est ici que nous nous quittons. Merci de nous suivre. À 21h, l'info est de retour avec Marim Lofir. Au plaisir de vous retrouver demain.